Vous l'avez vu passer, Trump et Zelensky se sont engueulés en pleine conférence de presse. Et ça, vous l'avez compris aussi, c'est un événement majeur qui accélère l'histoire et pourrait aussi nous précipiter à la guerre. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre tout ça avec votre actu réfractaire du jour. Vendredi, il y a eu une grosse embrouille dans le bureau ovale entre Trump et Zelensky. Et c'est devenu un énorme drama diplomatique où on entend partout parler. Mais encore une fois, derrière les bonhommes, il y a toujours des rapports de force internationaux et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors déjà pour la petite histoire, il n'y a pas eu de vraie rencontre en fait entre Trump et Zelensky. Et oui, le bureau ovale qu'on voit là sur les images, c'est une façade, c'est juste là où les dirigeants posent leur cul devant les caméras. Sauf que Trump et Zelensky, ils n'ont pas fait cette fameuse réunion après s'être engueulés, le problème étant que il fallait signer un accord. Tu sais, c'est cet accord qui prévoit l'envoi d'armes états-uniennes à l'armée ukrainienne contre l'accès aux ressources du très riche sol ukrainien. Et ce deal, il profitait doublement à l'impérialisme états-unien, puisque l'aide militaire depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est jackpot pour les marchands d'armes états-uniens. Et surtout, si la puissance états-unienne arrive à mettre la main sur les métaux précieux ukrainiens, ça va permettre d'alimenter les industriels de la tech qui en ont cruellement besoin, et c'est donc une façon de rentabiliser la guerre. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, l'accord a été refusé par Zelensky et l'embrouille s'est transformée en une catastrophe diplomatique au point où Trump aujourd'hui souhaite le départ de Zelensky. La nouvelle administration Trump refuse de financer à perte la guerre, sachant qu'ils ont déjà gagné les marchés de pétrole et de gaz en Europe grâce aux sanctions. Et oui, c'est ça qui en fait dirige la politique de Trump, c'est pas qu'il est pacifique malgré le fait qu'il le répète en boucle. S'il était vraiment pacifique, il n'aurait pas négocié les minerais en Ukraine et il filerait pas des milliards en ce moment à l'État israélien pour commettre les massacres à Gaza. Le problème, c'est que sans le soutien du complexe militaro-industriel de guerre états-unien, l'armée ukrainienne, elle se retrouve sans armes et sans munitions et sans obus, ce qui la met dans une posture bien plus fragile face à l'armée russe. Ce qui renforce la pression encore contre Zelensky, qui cherche donc désespérément un autre soutien, celui des États européens qui répondent présents. Et oui, juste après, à Londres, t'as pas mal d'États européens qui se sont réunis pour organiser la riposte diplomatique, mais surtout industrielle, face aux déclarations de Trump. Et à partir de ce moment-là, on a entendu beaucoup de propos va-t-en-guerre dans les télévisions. Voilà, un petit florilège. Nous devons urgemment aussi réarmer l'Europe. Et il y a une chose qui est sûre, il faut que nous augmentions nos dépenses de défense de façon massive. Dans une réaction, dans une situation telle que nous vivons comme ça, qui est historique, il n'y a qu'une seule façon d'agir. C'est le mouvement, la vitesse et la détermination. Alors, où la première puissance démocratique du monde s'alignerait durablement sur la Russie serait, comme vous le disiez au début de cette conversation, un monde différent, un monde où tout aurait basculé. Imaginez, les États-Unis prenant le parti de l'Allemagne hitlérienne en 1940. Ouais, donc clairement, tu vois que t'as une tendance, en tout cas, de gens qui veulent aller à la guerre, mais il faut quand même aller un petit peu plus loin que les simples interviews de la télévision. Et pour comprendre ça, on va analyser un article d'Alternative économique qui s'appelle « Lâché par Trump, les Européens se cherchent une défense commune ». En fait, Trump, il fait un peu la même stratégie que durant son premier mandat. Il demande aux États européens de dépenser 5% de leur PIB dans la défense, comme c'est régi normalement dans les traités de l'OTAN. Sauf que là, t'as même ces petits lieutenants genre Elon Musk qui menacent déjà de sortir de l'OTAN. Et ça, on en entend souvent parler, sauf qu'en fait, c'est des pourcentages par rapport à des PIB, tu vois. Sauf qu'en valeur absolue, en milliards de dollars, les financements états-uniens sont largement supérieurs à tout le reste. Et ça, on le comprend sur ce graphique d'Alternative économique. On voit que même le budget cumulé de l'Union européenne, de la Chine et de la Russie, ça n'atteint pas l'immense dépense militaire états-unienne. Donc, un départ de l'OTAN des USA, ça va faire un grand trou dans les finances des armées et des industriels européens. Et si certains États européens, Macron en tête, veut remplacer le rôle de fournisseur d'armes à l'armée ukrainienne, il va leur falloir plus de commandes publiques pour faire tourner sur les 3-8 les lignes de production des obus, des chars et de tout ce que tu veux, et même pouvoir financer de nouvelles usines. C'est là où tu te rends compte que la guerre leur sert de moyen de relance économique parce que dans les autres secteurs, ça craint. Dans ce scénario, les industriels européens remplacent les industriels états-uniens. L'autre solution, c'est de signer un accord de cessez-le-feu et d'envoyer une armée européenne en Ukraine pour faire de la prévention, tu vois, au cas où. Ce qui fait que les chefs de guerre européens et russes, ils auraient alors l'opportunité de relancer le conflit en Ukraine, avec une excuse bidon, ils savent très bien faire ça, et du coup donner à ce conflit une dimension de guerre mondiale. Dans les deux cas, de toute façon, il faut une augmentation des dépenses militaires de la part des États européens.
Et là, qu'on soit d'accord, on parle de centaines de milliards, d'accord? Plusieurs centaines de milliards. Mais comment financer ça, sachant que les États sont déjà tous en déficit? Et bien là, il y a deux solutions. La première serait de réquisitionner les avoirs russes qui sont gelés dans les banques européennes. En gros, les États européens prennent l'argent des oligarques russes pour financer leurs propres industries de guerre et répondre aux commandes de l'armée ukrainienne. Et ça, c'est ce que propose Zelensky. Good. Give us 250 billions, which are here in Europe, frozen Russian assets. No answer. Sauf que le problème de cette histoire, c'est que si tu as les États européens qui saisissent les avoirs russes en Europe, eh ben ils envoient un message à tous les investisseurs de la planète. Ils disent en gros, si à un moment donné, pour des raisons politiques, économiques ou de guerre, on a l'occasion et qu'on veut saisir votre pognon, eh ben on le fera. On l'a fait pour les Russes, on pourra le faire aussi avec vous. Et donc, quitte à choisir, tu vas avoir pas mal d'investisseurs étrangers qui vont se dire, autant aller aux États-Unis, là au moins ils gèlent pas les avoirs pour la Russie, machin, plutôt que de le mettre en Europe. Et on rappelle, là on est quand même dans une crise économique où tu as tous les États dans le monde entier qui sont en concurrence pour ces fameux investissements. Donc là, clairement, les États européens, ils veulent pas envoyer un tel message. Qui montre bien que si tu veux toucher aux droits de propriété, vaut mieux y aller à fond parce que sinon t'es un peu boiteux et ça fonctionne pas. L'autre solution serait aussi d'emprunter en commun sur les marchés financiers, comme durant la crise du Covid, pour rassurer les investisseurs et faire baisser les taux d'emprunt. Mais là aussi, il y a des problèmes qui se posent. Pendant le Covid, tous les États devaient financer des plans massifs de subventions, donc c'était logique que tout le monde emprunte ensemble, sauf que là, on parle du financement de l'industrie de la guerre, qui est bien plus développée en France qu'elle ne l'est par exemple en Espagne. Alors pourquoi est-ce que l'État espagnol va-t-il s'endetter en commun avec l'État français juste pour financer l'industrie française? Tu vois, là c'est bancal. En plus de ça, ça risque d'apporter un déséquilibre. Les gros industriels français sont par exemple capables d'augmenter leur production. Ils vont accumuler plus de subventions, donc plus de machines, donc plus de capitaux que tous les autres petits concurrents européens. Donc les gros en France par exemple vont grandir pendant que les petits industriels qui sont assez rares et qui sont présents dans les autres pays, eux, vont prendre cher. Donc raison de plus pour pas faire d'emprunt en commun. Et pourtant, il va falloir trouver une solution. Donc c'est pour ça que même s'il y a ces obstacles-là, peut-être qu'ils vont les surmonter. Quoi qu'il en soit, ces va-t-en-guerre-là, ils veulent la guerre et ils veulent un moyen de la financer. D'où les annonces de Macron de doubler les dépenses militaires dans un contexte de coupe budgétaire historique sur nos retraites, notre sécu, notre chômage et nos hôpitaux. La question est la suivante, est-ce qu'on va laisser ces logiques de crise et de guerre se propager partout en Europe? Eh ben tu peux nous dire en commentaire ce que tu en penses. Et on termine ici notre actu réfractaire, j'espère que ça vous a plu. Alors on prévient juste que, bon, on a dû s'organiser par rapport à 2 absences et en plus de ça, une surprise qu'on vous prépare incroyable. Mais du coup, on pourra pas avoir d'actu réfractaire mercredi. Voilà, on l'annonce, il n'y aura pas d'actu réfractaire mercredi. Je monte à Paris mercredi pour un truc, voilà, on peut pas vous dire, mais j'ai hâte de vous le dire. On s'est occupé de l'écriture de cet épisode avec Nico, c'est monteur des coloniales au montage, et Betsy qui s'est occupée du titre et de la minia. Sur ce, des bisous et à la prochaine.